J'appelle à présent pour le premier panel Pierre Gomis, donc directeur général adjoint de Millward Brown France, Caroline Hugonin de TIDS, directrice marketing, Géraldine Pancrazy de Prisma Media Solutions et Philippe Baucher, responsable marketing digital de TF1. Sur la page verte. Exactement. Bonjour à tous, donc je vais introduire cette session et par quelques idées que l'on souhaitait partager avec vous sur la créativité renouvelée justement par la vidéo au service de l'efficacité publicitaire. Alors, traditionnellement, et on sait, en étudiant les médias classiques, on sait que la créativité renforce l'efficacité publicitaire. Donc là, effectivement, vous voyez effectivement plus la création est forte, plus elle permet de renforcer les probabilités d'augmentation des ventes à court terme. Donc vous voyez effectivement une publicité très créative va renforcer la persuasion, va renforcer l'impact en lien avec la marque et donc au final augmenter les probabilités de mouvement de vente à court terme. Alors effectivement après il y a différents types de créations. Celles qui sont, on a fait une étude pour regarder un petit peu quelles étaient les caractéristiques des publicités qui remportaient des EFI. On voit qu'elles sont relativement équilibrées sur la dimension création d'impact en lien avec la marque et persuasion. Alors que les publicités qui remportent des lions à Cannes, hein, comme on vient de le voir, vont jouer très fortement et plus fortement sur la dimension de l'impact sur la création d'émotions au travers de création de publicité grand spectacle, de musique, etc. Et donc vont, elles, avoir plus tendance à renforcer la construction de la marque à long terme. Donc du coup, effectivement, en ce qui concerne les vidéos, c'est exactement la même chose. On peut observer des vidéos qui vont rechercher plutôt l'impact à court terme, être relativement équilibrées sur ces dimensions de création, de persuasion et d'impact, et des vidéos beaucoup plus proches du brand content, voire des petits courts-métrages qui vont jouer sur la dimension plus long terme de construction de marque et de différenciation. Alors, effectivement, la vidéo, finalement, on voit, est régie par les mêmes principes que ce qu'on peut observer au niveau des médias classiques. Mais la vidéo va permettre de renouveler la créativité, et ce sur 4 domaines. Le premier domaine, c'est le mix lui-même. Deuxième domaine, les contenus. Troisième domaine, celui de la programmatique. Et puis quatrième domaine, celui de la créativité des consommateurs. Et on va passer au travers justement des possibilités créatives démultipliées sur ces 4 domaines. Alors première chose, la créativité dans le mix média. Effectivement, on a une explosion de touchpoints et donc il faut à la fois savoir retenir quels sont les points de contact qui vont être utiles pour atteindre les objectifs de la marque. Et puis deuxième chose, savoir quel rôle chacun de ces points de contact va jouer dans l'histoire globale et les séquencer dans une histoire. Donc la première question qu'on doit se poser, effectivement, c'est quel est le rôle de la vidéo dans le mix média. On a réalisé donc ces dernières années plusieurs centaines d'études cross-média, et donc on voit quand on regarde notre base de données effectivement que le online vidéo parmi les clients qui ont travaillé avec nous représentait à peu près 6% des investissements, et que ça se retrouvait à peu près dans la construction à la fois de la visibilité des associations, c'est-à-dire de l'image de marque, et de la motivation. On retrouve à peu près en termes de contribution à la construction de visibilité d'associations et de motivation quelque chose qui est à parité. Donc on peut se dire que c'est déjà bien, mais on peut finalement augmenter cette capacité. Alors ce qu'on observe dans les dispositifs que l'on teste déjà, c'est qu'il y a des choix différents. C'est quelle est la place que l'on va donner à la vidéo dans le dispositif. Est-ce qu'on lui donne un rôle central, comme on le voit un rôle complémentaire, comme on le voit sur la gauche, c'est-à-dire qu'on a la télé en média principal et puis YouTube dans cet exemple qui va permettre d'atteindre des cibles qui n'auraient pas pu être exposés à la télé ou de les atteindre à moindre coût, ou un dispositif à droite où la vidéo sur le web, du coup, est centrale dans le dispositif, et on va déployer un certain nombre d'autres plateformes complémentaires. Donc déjà, la première chose, effectivement, c'est de se dire quel est le rôle que je veux donner à la vidéo dans mon dispositif.
Mais ensuite, il n'y a pas un type de vidéo, il y a beaucoup de types de vidéos qu'on peut diffuser sur de nombreuses plateformes. Et donc, en fait, la créativité va se déployer justement sur la capacité à imaginer une séquence qui, à la fois, va être pertinente au regard du parcours d'achat du consommateur et puis qui va aussi être pertinente en fonction du contexte de réception. Donc il y a des belles opérations qui ont été montées, hein. Je pense que vous connaissez bien l'opération Nescafé Really Friends qui démarre par des PR, ensuite la vidéo est postée sur Facebook, elle renvoie sur une chaîne YouTube et après, dans un troisième temps, la télé prend le relais. Donc finalement, la première des créativités, c'est d'imaginer ce que va être le dispositif et de bien comprendre à chaque fois quel va être le contexte de réceptivité du consommateur sur chacune des plateformes où est diffusée la publicité, de manière à adapter bien les contenus. Alors donc justement, créativité des contenus, il n'y a jamais eu autant de possibilités de formats différents, à la fois en termes de durée, mais aussi à la fois en termes de ton et style, puisque effectivement par rapport à un 30 secondes télé, on peut sur les différentes plateformes de diffusion de vidéos sur le web avoir des contenus moins consensuels. Du coup, ce qu'on observe pour le moment, c'est quand même, et vous le constatez, c'est que la majorité des vidéos auxquelles on est exposé quotidiennement sont souvent des reprises télé. Ce qu'on observe dans notre base de données, c'est que les marques ont intérêt et les agences ont intérêt à développer des créations spécifiquement dédiées pour le web. Vous le voyez ici, effectivement, quand on mesure des performances de vidéos qui ont été spécifiquement dédiées pour le web, ça a 3 fois plus d'impact sur la notoriété, 4 fois plus sur les opinions, 6 fois plus sur les intentions d'achat. Donc effectivement, on a intérêt à aller dans ce sens. Alors pourquoi est-ce qu'on a intérêt à aller dans ce sens ? Puisqu'effectivement, on ne va pas sur YouTube ou sur Facebook ou sur Twitter ou Instagram ou Snapchat ou quand on visite un site média, que ce soit Le Monde, TF1, etc., pour les mêmes raisons, pour les mêmes motivations. Et donc finalement, la vidéo qu'on diffuse, finalement, se retrouve quasiment en concurrence avec les autres contenus diffusés sur cette plateforme. Et pour qu'ils s'intègrent de manière la plus fluide possible et donc qu'ils aient un potentiel d'impact le plus fort possible, il faut vraiment penser les contenus en fonction de la motivation originale de l'internaute qui vient les fréquenter. Alors, on a eu l'occasion de tester récemment donc une étude de cas personnel où c'est deux publicités pour Microsoft Surface, l'une qui était diffusée en télé mais qui a été aussi reprise sur YouTube, donc de manière classique. Je ne sais pas si on peut la lancer maintenant. Non. Je ne sais pas si on peut la lancer. Ah si, ça se lance. Bon, donc du coup, c'est un dispositif assez classique que vous pouvez observer sur le net. C'est-à-dire d'un côté, on a des pré-rolls avec le son, si c'est possible. Donc là, en fait, c'est un petit clip. Hein. Donc ça, c'est l'exécution télé. Et donc en fait dans nos tests on a vu que c'était une publicité qui était extrêmement impactante parce que très engageante, notamment à cause de la musique. Effectivement, et on l'a testé en contexte YouTube, c'est une copie qui passe très bien sur YouTube. Et de l'autre côté, Microsoft avait aussi développé une opération plus type brand content où on voyait des artistes utiliser Surface dans leur travail de création. Donc on est là sur quelque chose beaucoup plus basé sur de l'ambiance, alors moins impliquant, donc quelque part moins impactant, mais dans nos tests on voit parallèlement à ça que cette création est plus efficace pour créer de la différenciation de marque et donc travailler la marque sur le long terme. Donc en fait, ce qu'on a observé effectivement, c'est que la marque avait intérêt à jouer sur ces deux tableaux et que dans ce cas-là, le format télé et le format spécifiquement développé pour le web permettaient un bon équilibre entre recherche d'effets court terme et recherche d'effets à plus long terme.
Alors, créativité et programmatique. Donc, effectivement, on a de plus en plus de points de contact pour pouvoir passer les messages de la marque. On peut adapter les contenus au contexte de réception du consommateur sur différents points de contact. Et on peut quasiment piloter tout ça en temps réel grâce à la programmatique. Voilà les moyens dont on dispose. Et donc ça, c'est vraiment la manière moderne de faire de la communication. Donc la programmatique, c'est quelque chose qui est potentiellement très puissant puisqu'on a ce pilotage possible en temps réel. La problématique, c'est que la problématique, pour l'instant, est utilisée de manière souvent encore un peu trop simpliste. Et du coup, qu'est-ce qu'on observe? Donc ça, c'est issu de notre base de données de tests digitaux, 8000 tests dans le monde. Et dans 39% des cas, on a observé que le display, alors donc là, il n'y a pas que les vidéos, générait un impact négatif sur les intentions d'achat. Alors pourquoi? Parce que c'est considéré comme intrusif, parce que c'est difficilement décliquable, parce qu'il y a des contenus un peu racoleurs. Pourquoi? Parce qu'on recherche essentiellement du comportemental. Donc attention, effectivement, et puis effectivement, des algorithmes de programmatique qui sont un petit peu simplistes, c'est-à-dire que si vous avez acheté une machine à laver, vous allez recevoir effectivement une publicité pour la machine à laver pendant 15 jours, et donc ça a plutôt tendance à vous énerver qu'à construire de la marque. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier non plus que dans cette base de données, on a aussi des opérations extrêmement performantes, et notamment en vidéo. Et donc là, c'est juste justement une espèce d'alerte en disant ne faisons pas n'importe quoi avec la programmatique. Alors quels sont les moyens de faire mieux de la programmatique? Déjà, c'est d'exploiter mieux les données qu'on a. Donc en fait, apparemment, on a 4 zettabytes de data qui sont potentiellement utiles aux marketeurs. Alors zettabytes, c'est 21 0 après le 4, donc ça fait beaucoup d'informations. On n'utilise que 1%, et les 1%, effectivement, on le voit, c'est des algorithmes un peu simplistes. Donc avec une meilleure connaissance de ces données, une meilleure connaissance du consommateur, et donc qui va pouvoir nous permettre de bien comprendre s'il va être réceptif au message ou pas, ça va permettre de renforcer l'efficacité. Donc là, si on peut lancer de la même manière ce petit film, donc Volvo a été de nombreuses fois récompensé au Lion de Cannes cette année, et ça, c'est une opération très intéressante, puisque en fonction de ce que vous tapiez comme recherche sur YouTube, il y a un message qui est complètement adapté. Donc si vous cherchez par exemple une information sur le temps, la météo, vous allez avoir une publicité pour des essuie-glaces, et donc etc. Donc du coup, ils ont imaginé énormément de possibilités, comme vous le voyez ici. Donc je tape le temps, et donc je vais avoir la publicité pour les efficaces, les essuie-glaces. Si je tape des choses sur le twerk, effectivement, on va avoir une caractéristique de la Volvo qui permet d'avoir une sangle qui maintient les sacs de course dans le coffre. Donc un dispositif de programmatique très intéressant, puisque ça lie le search au type de message que l'on va le recevoir, et donc on le sait, la réceptivité est clé dans l'efficacité. Donc la programmatique. Alors du coup, effectivement, on est dans un système de très grande maîtrise, beaucoup de points de contact, beaucoup de types de contenus possibles, une possibilité de piloter ça en temps réel, en s'adaptant vraiment au contexte du consommateur. Mais il y a aussi une certaine perte de contrôle, une nécessité d'acceptation, une certaine perte de contrôle, et notamment d'ailleurs, en fait, rebondir sur la créativité des consommateurs, c'est au cœur de la viralité des dispositifs. Je vous encourage à aller voir une vidéo de Kevin Aloka, qui était responsable des tendances sur YouTube, et qui dit qu'une des caractéristiques de la viralité, c'est justement le nombre de parodies et de transformations qu'elle arrive à générer. Donc la créativité des consommateurs doit être encouragée, et une perte de contrôle par les marques acceptée. Alors finalement, des vidéos qui buzzent, il n'y en a pas tant que ça. On voit effectivement ce chiffre, 13% des publicités online US qui atteignent 5000 vues par semaine, donc c'est pas terrible. Donc qu'est-ce qui va, donc c'est finalement les vidéos virales sont relativement rares. Qu'est-ce qui va déclencher la viralité? C'est le contenu, mais là il n'y a pas de règle, il ne suffit pas de mettre un chat ou quelque chose comme ça. Ce qu'il faut, c'est considérer que la viralité, ça va être déclenché soit par la volonté
de faire un cadeau à quelqu'un d'autre, donc le faire rire, lui apporter une information, soit la volonté de renforcer son sentiment d'appartenance à un groupe et l'estime par le groupe. Et c'est comme ça qu'il faut penser viralité, en partant et bien évidemment de l'insight de la marque. Donc là, vous voyez un exemple de détournement, encore une fois, d'une pub Volvo que vous avez tous en tête pour Van Damme, donc qui vantait la stabilité des camions. Et donc là, il y a une vidéo qui est aussi devenue très virale et donc qui permet de maintenir cette opération dans les esprits. Et ça vient du conso, c'est pas maîtrisé par la marque. Par contre, ça vient s'intégrer au réseau d'associations et donc rediffuser le message de la marque de manière humoristique. Donc voilà, c'était à l'occasion de Noël. Donc en plus, c'est l'occasion de faire un petit cadeau, c'est-à-dire de souhaiter joyeux Noël à ses proches d'une manière originale et centrée autour des bénéfices principaux de la marque. Je retourne, j'y suis bientôt. Voilà. Alors, effectivement, on peut aussi rebondir sur la créativité des consommateurs. Donc, exemple d'une blogueuse et d'une association entre cette blogueuse et L'Oréal. Donc, c'est un véritable échange parce que pour cette blogueuse, c'est une vraie reconnaissance de ses connaissances, de son talent, etc. Pour L'Oréal, c'est l'occasion de s'insérer justement dans la créativité de ce nouveau type de magazine féminin, puisque ce n'est rien d'autre, et donc d'être associé à des vidéos. Donc au final, finalement, on le voit, la vidéo, c'est une chance de démultiplier les sources de créativité dans 4 grandes zones de création d'impact. Le mix lui-même, les contenus, où on a d'énormes possibilités, la programmatique qui offre aussi de grandes possibilités, et puis le consommateur, puisqu'il va pouvoir faire évoluer les messages de la marque, et donc on peut rebondir sur ce qu'il fait pour piloter tout ça en temps réel. Donc voici pour cette introduction sur les territoires de créativité renouvelés par la vidéo. Merci beaucoup Pierre pour cette introduction qui fait bien le lien justement entre la présentation des manuels et le panel, les échanges qu'on va avoir. Très rapidement, par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce que chacun peut me donner en 3 mots sa définition de la créativité ? Philippe, si tu veux lancer les échanges. C'est moi qui commence. Sur ce qu'on a vu déjà ce matin, je pense que pour être créatif, il faut surprendre. Rien n'est pire que l'ennui et c'est notre sujet aussi, TF1 à la fois côté TF1 contenu, surprendre nos téléspectateurs, et TF1 publicité, trouver les dispositifs qui vont aussi surprendre les internautes et les téléspectateurs. Surprendre, trouver derrière de l'émotion. Sans émotion, c'est que de la prouesse technique. On parlait de gimmick, on parlait de... S'il n'y a pas une émotion qui se dégage de ça, je pense que c'est vain. Et à la fin, créer de l'engagement. Donc pareil, pour nous, dans les contenus, créer de l'engagement, c'est de la fidélité à nos programmes. C'est d'aller les revoir en replay si on l'a raté. Et puis créer de l'engagement pour les marques, c'est notre métier aussi côté TF1 Pub. Et avec tout ça, on doit réussir à être à peu près créatif. Merci Géraldine. Bon, c'était plus que 2 mots. Donc évidemment, créer un concept innovant, original, trouver une solution qui soit à la fois interactive, qui suscite l'émotion, enfin tous les ingrédients dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que les cas des manuels sont assez significatifs de ce qu'est la créativité. En 3 mots, l'innovation dans la contrainte. Pour moi, la créativité, c'est le fait de créer un message qui soit absolument singulier. Donc voilà, l'innovation dans un cadre et dans des contraintes particulières. C'est à peu près la même idée, sauf que je vais employer 3 mots différents: objectif, diverger et converger. C'est-à-dire que la créativité, elle doit se faire effectivement dans le cadre d'une contrainte. C'est quels sont les objectifs que je cherche à atteindre. Je vais diverger, donc c'est-à-dire laisser aller mon esprit un petit peu à des rêveries. Mais du coup, le génie de la créativité, justement, c'est arriver à le reconverger en fonction à reconverger l'attention en fonction des objectifs qu'on a en tête. Très bien, donc on comprend bien à travers l'émotion, à travers l'engagement, l'innovation, que ce qui est quand même central, c'est la créativité des contenus, la qualité des contenus, la qualité des environnements dans lesquels ils sont diffusés. Et justement, Philippe, est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ce que tu nous parlais tout à l'heure ? Comment est-ce que vous, chez TF1, vous intégrez cette problématique ? Les contenus, c'est forcément le cœur de TF1, de la proposition de TF1. Aujourd'hui, dans le digital, ça s'incarne sur un nouveau MyTF1
où on a pu pour la première fois réunir nos 4 chaînes, donc TF1, HD1, TMC, NT1, et donc vous allez pouvoir retrouver 1300 heures de contenu gratuitement tous les mois. Donc faites le calcul, même un mois caniculaire avec un sommeil difficile, vous ne pouvez pas tout voir sur ce nouveau MyTF1. Et de Downton Abbey sur TMC à Koh-Lanta sur TF1, en passant par Voice, en passant par Walking Dead sur NT1. Alors, ce contenu, justement, il est live, il est replay, il est enrichi. Comment est-ce qu'on structure toutes ces heures? Alors, MyTF1, c'est une promesse de replay. Vous avez manqué votre épisode, vous pouvez le revoir. C'est évidemment bien plus que ça, et de plus en plus, puisque on va vers un MyTF1 qui est un site de destination pour du contenu spécifiquement digital, pour de la production originale digitale. C'est ce qu'on fait autour de nos programmes. On va produire du digital spécifique, typiquement. Voilà. Jeff est sorti de Koh-Lanta la semaine dernière, c'est très triste. Vous avez un tout petit bout de l'interview du sortant en télé, mais vous avez l'exclusivité sur MyTF1, et Jeff, il est sorti et il n'est pas content. Et il a un paquet de trucs à dire sur sa sortie de Koh-Lanta. Et ça, c'est une exclusivité que vous pouvez retrouver sur MyTF1. On va vers du contenu autour de nos programmes, on va vers du contenu live, de plus en plus dans une expérience pour nos utilisateurs. Typiquement, pendant la Coupe du Monde de rugby, sur le second écran, vous aurez la RefCam, la caméra de l'arbitre. Pour avoir vu des images, c'est super impressionnant parce que là, vous êtes sur le terrain. La promesse pour nos utilisateurs, elle est super forte. C'est vous regardez le match, mais vous êtes aussi sur le terrain. Et pour avoir vu des images, quand vous avez un grand gaillard de 2 mètres qui s'approche de l'arbitre, et que du coup, vous voyez la caméra qui fait ça, c'est très, très impressionnant. On l'enrichit aussi sur le social, donc avec une promesse d'expérience vidéo et puis une promesse sociale. C'est tout le travail de la Social Room sur les programmes de TF1. Donc, c'est Nikos qui est sur Periscope qui vous fait vivre les coulisses. C'est tout le travail qu'on va faire sur l'engagement avec nos téléspectateurs. Pour vous donner une idée, sur les 50 émissions les plus tweetées en France en 2014, il y en a 43 sur TF1. Donc on est bien bien loin du téléspectateur passif. Les programmes, ils sont là pour engager. Et puis pour finir, du coup, sur MyTF1, on met ensuite, maintenant, on sort complètement là de l'univers télé. On va y mettre des contenus donc originaux, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on diffuse à l'antenne. C'est l'initiative MyTF1 Extra. Du coup, on va chercher des youtubeurs, on va chercher des web-séries, des contenus qu'on va aller déporter sur l'univers TF1, parce qu'on les a choisis. Il y a un article ce matin sur Libé, sur la première web-série qu'on met dedans, sur Libé, qui dit pour une fois qu'on dit du bien de TF1, allez-y. Donc, alors justement, vous avez fait une opération pour la fête de la musique où on voyait en même temps que le concert sur la droite des images avec Periscope de ces téléspectateurs qui vivaient en même temps en live ce contenu. Donc en préparant le panel, tu me disais on s'est beaucoup ces dernières années préoccupé des écrans, de la continuité entre les écrans, du multi-device. Et aujourd'hui, en fait, ce qui revient au cœur, c'est vraiment le contenu. Et justement, Géraldine, est-ce que tu peux un petit peu aussi nous présenter en tant que responsable des opérations spéciales, comment est-ce que tu construis ce contenu, comment est-ce que tu le développes justement avec des marques et sur tes différents titres? Oui. Alors c'est vrai que chez Prisma, le contenu c'est aussi plus que notre quotidien, avec 500 journalistes, 22 marques à animer chaque jour, donc sur des territoires d'expression. Enfin, vous connaissez les marques Prisma qui sont aussi variées que de la mode, de la beauté, mais aussi de l'économie, du voyage. Donc c'est très très varié et autant de communautés derrière qu'il va falloir engager, parce qu'on parle vraiment d'engagement. Donc avec des contenus qui sont bien sûr créatifs et qui sont nourris, je pense vraiment par un bon mix de storytelling et aussi de techno. Donc sur la partie sur mesure que j'anime, donc on a appliqué les bonnes méthodes de journalistique pour proposer des concepts éditoriaux aux marques sur mesure, donc des concepts forts qu'on décline dans le temps. Je pense que ça, c'est vraiment je dirais la bonne recette de ce qu'on appelle le brand content stratégique par rapport à un brand content un peu plus tactique et ponctuel. Donc voilà, donc on propose des contenus qu'on fait vivre dans le temps, dans la durée. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette conviction aujourd'hui que finalement un concept éditorial fait partie de la stratégie de communication d'une marque.
Alors justement, tu as une vidéo qui illustre un peu l'opération que vous avez faite. Oui, alors c'est une opération, enfin je vais laisser la vidéo se lancer et je vous raconte après. Comme vous l'avez constaté, pour la marque de parfum Issey Miyake. Donc avec un objectif que nous a fixé la marque, qui était de faire découvrir donc, ces fragrances masculines sous un angle techno. Donc c'est un challenge assez important à relever. Donc c'est comment faire vivre finalement une expérience digitale sensorielle. Donc pour un parfum qui au niveau des sens, de l'odorat. Donc c'était un beau challenge. Donc c'est vrai que nous on y a répondu au travers d'une opération très immersive, une expérience immersive qu'on souhaitait offrir aux consommateurs au travers de finalement ces vidéos à 360. Donc très rapidement, comment ça s'est déroulé. D'abord, c'est une rencontre aussi entre deux marques, parce que c'est vrai que notre quotidien, c'est ça, c'est d'arriver à trouver le bon mariage entre la marque média et la marque annonceur. En l'occurrence, le mariage idéal pour nous, il était avec la marque Géo, qui est une marque bien sûr de la découverte, de l'évasion, de l'expérience aussi. Et donc on a en fait envoyé un journaliste Géo en Islande, parce que tout l'univers créatif de la marque Issey Miyake est vraiment sur des terres assez inconnues, avec des paysages assez spectaculaires. Donc on a choisi l'Islande, on a envoyé le journaliste avec une équipe de production qui a filmé avec en fait 7 caméras GoPro 360 et synchronisées, parce que c'était l'objectif, donc des vidéos qui permettent vraiment de faire vivre cette expérience totalement immersive à l'utilisateur, donc qui peut devenir finalement acteur du contenu, se retourner, voir ce qui se passe derrière, etc., être vraiment dans la scène. Et puis en plus, on avait, vous l'avez vu, il y a le petit cardboard qui d'ailleurs à Cannes la semaine dernière, Google a eu un prix sur une opération avec le cardboard, un prix sur le mobile, donc qui permet vraiment d'être encore plus immergé dans le contenu. Donc voilà. Et puis ensuite, en termes de dispositifs, c'est ce que vous avez vu, à la fois un site dédié qui est toujours d'ailleurs en ligne, que vous pouvez aller visiter. C'est cette appli qui était complètement dédiée à l'opération. Puis tout un dispositif pour promouvoir, parce que sans promotion, la promotion est importante, et donc on a fait un dispositif très ciblé et très premium pour faire découvrir l'opération. Donc là, on retrouve bien la créativité dans les contenus. Caroline, toi, tu es un peu plus sur la créativité justement dans les formats. Oui, c'est ce qui tient le plus à cœur. Absolument. Dans les catégories qu'a cité Pierre, je pense qu'il faut ajouter une 5e catégorie qui est la créativité des formats. Parce que dans le digital, la vidéo n'est qu'un élément de l'expérience. On peut y ajouter des couches d'interactivité pour créer un format encore plus impactant et encore plus engageant. Et puis on peut travailler également l'intégration dans un contexte. Il faut bien rappeler que Internet, ce n'est pas la télévision, donc on peut faire aussi d'autres choses que ce qu'on peut faire en télé. Et on peut aussi travailler avec d'autres formats que les formats hérités de la télévision, comme le pré-roll. Donc il y a aussi un champ, je pense, de recherche
très large et très ouvert sur la créativité des formats. Quels seront les formats d'aujourd'hui, mais aussi quels seront les formats de demain, ces formats vidéo. Alors c'est un petit peu notre mission chez TID, c'est justement de travailler sur ces nouveaux formats vidéo que l'on va intégrer dans tous les flux d'Internet, pas seulement les flux vidéo, mais aussi tous les flux de contenu, comme les flux texte, comme les articles, etc. etc. Donc la créativité des formats, pour moi, c'est absolument central et ça va contribuer également à l'efficacité des messages publicitaires. Après, donc ces formats, il faut qu'ils attirent l'attention, il faut qu'ils créent de l'engagement, et il faut aussi qu'ils soient visibles. Donc ça, c'est un point très important pour nous, parce que si le format n'est pas visible, il ne sera pas efficace, bien entendu. Donc on a conduit avec Miloire Braun une étude à ce sujet. L'idée, c'est de dire, aujourd'hui, on connaît tous le standard de visibilité défini par le MRC, qui est de 2 secondes de visibilité pour 50% de la surface minimum du player. La question qu'on se pose, c'est combien faut-il pour que cette publicité soit efficace, pour qu'elle soit mémorisée. Donc on a réalisé une étude avec Miloire Braun aux US sur 5000 répondants pour tester la relation entre l'efficacité et la visibilité des publicités, l'audibilité également, et la durée d'exposition globale. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter Alors, ces grands résultats ? Je peux vous en présenter quelques résultats vraiment en avant-première, parce qu'on n'a pas encore tout à fait terminé l'analyse. Peut-être, voilà, c'est à moi d'activer, excusez-moi. Donc les questions, on les a posées. On voit clairement que, naturellement, il y a une corrélation très nette entre le temps d'exposition et les indicateurs de branding, en particulier les indicateurs de souvenirs ou l'impact sur la notoriété de la marque. Et on voit aussi que la courbe jaune au-dessus de la courbe bleue, une garantie de visibilité donne une prime d'efficacité par rapport à un temps d'exposition et de playtime de la vidéo. Ici, vous voyez, on retrouve les courbes des différents indicateurs, donc souvenirs publicitaires, notoriété et association du message. Donc clairement, on voit tout à fait la corrélation entre le temps et l'efficacité du message sur ces indicateurs, sur des indicateurs un peu plus difficiles à faire bouger, comme l'intention d'achat ou l'association à la marque. On a naturellement besoin de plus d'une exposition pour voir des courbes s'allonger. Ce qui est intéressant, c'est que cette étude nous permet aussi de faire un benchmark des formats en intégrant leur mode d'achat. Puisqu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des formats qui sont achetés en impression, donc au CPM, et des formats qui sont achetés au CPV à la vue. Donc on va intégrer dans ce benchmark ces caractéristiques. Donc on va prendre pour les formats TrueView et pour l'InRead, donc qui est le format de TIDS intégré dans un flux texte, le CPV, donc les résultats à la vue complétée. Et pour les formats Facebook et Preroll qu'on a également étudiés dans le cadre de cette recherche, on va prendre l'impression. Et quand on intègre ces paramètres, on voit que les formats qui sont vendus au CPV sont naturellement beaucoup plus intéressants par rapport à ces différents critères que vous voyez là, donc souvenirs, mémorisation, association à la marque. Et que le format InRead, notamment, est très efficace sur le souvenir publicitaire et sur l'impact qu'il peut avoir sur la notoriété de la marque, notamment. Donc voilà pour les premiers résultats de cette étude qui sera bientôt dévoilée dans son entier. Alors justement, Pierre, là on vient de faire un peu le tour des contenus, des formats. Quel conseil tu peux donner aux annonceurs et aux agences présents dans la salle pour justement amplifier et développer les 4 territoires dont tu parlais en introduction? Alors je dirais qu'il y a deux grands axes. Le premier grand axe, c'est l'axe de la collaboration, parce qu'on voit qu'il y a 4 grands territoires de créativité, et pour l'instant qui fonctionnent quand même pas mal en silo, c'est-à-dire qu'effectivement les agences médias et les agences créa commencent à collaborer ensemble. Du coup, mais bon, on en est encore souvent au début de cette collaboration. Ensuite, après, effectivement,
Donc cette collaboration, elle doit exister par de nouvelles organisations au sein même des entreprises, c'est-à-dire arrêter d'avoir des services qui fonctionnent de manière parallèle, et puis elle doit se faire en faisant en sorte de faire travailler des agences différentes ensemble. Deuxième territoire, à mon avis, pour faire exploser cette efficacité, c'est d'avoir une compréhension fine du contexte. Je pense qu'effectivement, l'efficacité des vidéos sera démultipliée si elle arrive dans le bon contexte de réception. Et donc pour l'instant, on n'a encore, à mon avis, pas assez de recherche sur la compréhension des motivations des personnes qui vont rejoindre telle ou telle plateforme, tel ou tel média. Et si on a cette connaissance intime, en le croisant ensuite après avec des informations consommateurs qui résultent de la programmatique, là on sera en mesure d'envoyer le bon contenu au bon consommateur au bon moment dans le bon contexte. Alors justement, on voit donc l'évolution des consommateurs et des contenus. Et je pense que Philippe, tu peux rebondir un petit peu là-dessus, puisque la télévision aussi, l'usage et la consommation de la télévision évolue. Quelles sont les nouvelles opportunités justement pour l'IPTV, à la fois pour un média et pour les annonceurs? Alors l'IPTV, c'est vraiment une révolution dans l'usage digital vidéo. Donc l'IPTV, c'est le fait de faire du replay, notamment via votre box. Qui ici a déjà fait au moins une fois du replay au travers de sa box? Voilà, grosso modo, il y a à peu près, selon Médiamétrie, 20 millions de Français qui tous les mois regardent du replay au travers de leur box. Donc c'est la vidéo digitale, mais sur l'écran de télé. C'est 100% adservé, vendu au CPM, donc on est bien dans un univers digital, et pourtant on est sur l'écran de télé. Donc on est dans un univers qui est hybride, où à la fois pour nous, en termes de contenu, c'est une superbe opportunité pour pouvoir donner le meilleur écran pour nos contenus, le plus grand. Et puis c'est une super opportunité pour les annonceurs, parce que sur ce média, IPTV, tout reste à inventer. Tout reste à inventer. On peut combiner du display et de la vidéo. On l'a fait sur Jurassic World pour la sortie du film. Vous aviez un dinosaure en display combiné à la bande-annonce directement sur votre écran de 102 cm. Et c'est vrai que le dinosaure se prête bien au grand écran. On peut le faire sur du brand content. Directement dans la chaîne MasterChef, on va intégrer des vidéos de recettes. On peut le faire autour de chaînes de marques, annonceurs, qui peuvent être mesurés dans le Mediamat. Donc on est vraiment au croisement des univers digitaux, télé, même par certains côtés cinéma, parce que de votre expérience de replay, normalement le replay c'est votre moment choisi. Vous avez fini le repas, couché les enfants, et là vous allez pouvoir revoir votre Grey's Anatomy tranquillement. Et ce moment choisi, il a aussi une valeur, bien sûr pour nos utilisateurs, mais il a aussi une valeur publicitaire, et assez proche d'une expérience qu'on peut avoir dans une salle obscure. Il me semble que tu me disais que c'était une pratique assez française. Alors l'IPTV, là-dessus, c'est passionnant, parce qu'en plus la France a probablement 2 à 3 ans d'avance sur les autres marchés. Il y a 2 semaines, j'étais à Londres chez Channel 4, ils me disaient les set-top box, on pense que ça va être une révolution et que ça va représenter 30 à 40% de la consommation vidéo au UK à horizon 2-3 ans. Sur MyTF1, c'est déjà, cette année, 50% de l'audience qui sont faits via ces set-top box. On a vraiment, en France, sur ce sujet, grâce aux télécoms, au succès des box en France et au triple play, 2 à 3 ans d'avance, je pense, sur ce marché-là, spécifiquement, et donc on peut tout inventer. Et vraiment, c'est un appel à la créativité de tous. Agences, annonceurs, sur ce média, on peut tout inventer, puisque c'est du digital et sur un écran de télé. Alors justement, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de GRP vidéo pour être justement comparable au GRP TV. Caroline, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux de la situation et comment est-ce que tu vois cette évolution ? Alors le GRP vidéo, il est en train d'être mis en place avec des tests qui sont à réaliser avec les différents acteurs du marché pour qu'il soit effectivement opérationnel. La caractéristique du GRP vidéo tel qu'il a été défini en France, c'est qu'il intègre 2 choses. Il intègre la durée d'exposition et il intègre également la surface d'exposition à la publicité.
hein, ce qui a un effet déflationniste sur le GRP tel qu'on pouvait le calculer au niveau impression, et qui a un effet inflationniste sur les coûts GRP, bien sûr, du GRP vidéo, du coup. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez difficile à appréhender aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore les chiffres en main. Nous, on a fait un certain nombre de tests et de calculs, hein, donc on est capable, par nous-mêmes et grâce à nos outils et nos partenaires, notamment Mote, hein, qui mesure la visibilité de nos campagnes, de calculer des GRP vidéo, mais on n'a pas encore des chiffres médiamétrie qui nous permettent aujourd'hui de vraiment avoir un état avoir vraiment un état des lieux précis de ce que ça va donner. Donc voilà pour le GRP vidéo. Nous, la vraie question qu'on a aujourd'hui, c'est dans quelle mesure ce GRP vidéo peut coexister avec d'autres normes internationales et d'autres standards, comme les normes du MRC, notamment aux États-Unis, qui sont adoptées par la plupart des acteurs américains. Très bien. Donc c'était effectivement très intéressant de voir justement l'évolution de ces différents territoires et le contexte dans lequel à la fois les médias, aussi les formats, la créativité évoluent. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent ce matin et surtout si vous avez des questions, parce qu'on a abordé des points peut-être un petit peu plus techniques qu'on n'a pas eu le temps de développer, mais n'hésitez pas à aller voir les intervenants. Merci.